mariage de l'année brillait au Plaza Athénée de Paris. Des flûtes de champagne scintillaient dans des mains soigneusement manucurées. Les violons remplissaient le salon de marbre d'une musique délicate et des serveurs gantés de blanc glissaient dans la salle, emportant des plateaux de caviar, de macarons dorés et de canapés raffinés. Au centre de tout se tenait Théo Marchand, grand, beau, arrogant et vêtu d'un smoking sur mesure. Ce soir-là, il n'épousait pas seulement sa nouvelle fiancée, Océane Villeneuve, une jeune mannequin glamour. Il était déterminé à humilier la seule femme qu'il méprisait le plus, Mélanie Dubois, son ex-femme. Il y a seulement 1 an, elle avait été l'épouse discrète à ses côtés, portant son enfant et priant pour une famille heureuse. Mais quand la vie est devenue difficile et qu'elle n'a plus pu cacher ses difficultés, Théo l'a jetée comme un déchet. Il a demandé le divorce, gardé la maison, vidé les comptes et l'a laissée seule et enceinte de triplés. Les rumeurs dans la ville disaient qu'elle était ruinée, impuissante et oubliée. C'était exactement ce que Théo voulait. C'est pourquoi, lorsqu'il lui a envoyé une invitation à son grand mariage, ce n'était pas par bonté. C'était un piège. Il voulait qu'elle entre dans le salon en ayant l'air pauvre et défaite pour que tous les invités puissent rire. Il voulait que le monde voie la différence entre son succès éclatant et sa prétendue misère. Qu'elle vienne en rampant, se vantait-il auprès de ses amis. Qu'il voie à quel point elle est tombée bas. Cela me fera paraître encore plus grand. Mais Théo avait sous-estimé l'esprit de Mélanie. La même femme qu'il avait autrefois ridiculisée comme faible avait enduré des nuits blanches avec 3 nouveau-nés, survécu au commérage cruel et avalé chaque larme jusqu'à ce que son cœur devienne d'acier. Elle n'avait pas prévu de ramper à son mariage. Si elle y allait, elle marcherait la tête haute et elle n'arriverait pas seule. La soirée est devenue tendue, tandis que les rumeurs se répandaient dans la salle de bal. Certains chuchotaient que Mélanie n'oserait jamais apparaître, d'autres riaient, l'imaginant entrer par la porte arrière avec des vêtements empruntés. Océane souriait, certaine que sa présence écraserait complètement Mélanie. Théo leva son verre, savourant déjà le triomphe de l'humiliation qu'il avait préparé. Puis les portes de l'hôtel s'ouvrirent. Des halètements se répandirent comme un feu dans la salle. Une limousine étirée venait de s'arrêter dehors et Mélanie Dubois en sortit. Ce n'était plus la femme fatiguée et abandonnée dont les gens se souvenaient. Elle portait une robe élégante qui scintillait sous les lustres, ses cheveux tirés en arrière comme une reine, ses pas gracieux et fermes. À ses côtés marchait Raphaël Fontaine, l'un des milliardaires les plus mystérieux de la ville, sa présence imposante, sa main reposant protectivement dans le dos de Mélanie. Et derrière eux suivaient 3 petits-enfants en smoking et robes assorties, aux yeux écarquillés et innocents. Les triplés, les enfants de Théo. La musique faiblit, les flûtes de champagne se figèrent dans l'air, les chuchotements se transformèrent en silence stupéfait, et le sourire arrogant de Théo disparut pour la première fois. Avant l'entrée éblouissante qui a ébranlé le mariage au Plaza Athénée, la vie de Mélanie Dubois avait été sculptée dans l'ombre et le sacrifice. Elle n'était pas née avec des privilèges. Elle avait grandi dans un quartier tranquille, à la périphérie d'Avignon, élevée par une mère célibataire qui avait 2 emplois pour mettre de la nourriture sur la table. Dès son plus jeune âge, Mélanie avait appris à valoriser les choses simples, les repas chauds, les vêtements de seconde main et le type d'amour qui ne se mesurait pas en diamants, mais en sacrifices. À 22 ans, Mélanie croyait avoir trouvé son conte de fées lorsqu'elle rencontra Théo Marchand. Il était plus âgé, confiant, un homme d'affaires en pleine ascension, avec des mots doux et un sourire facile. Pour Mélanie, il semblait être un sauveur. Il lui promettait la vie qu'elle n'avait jamais eue. Un foyer confortable, une famille construite sur la stabilité et des rêves plus grands que ce que son monde avait jamais permis. Contre les avertissements silencieux de sa mère, Mélanie lui donna son cœur et peu après, ses vœux. Les premiers jours de leur mariage semblaient beaux. Théo lui offrait des fleurs, murmurait des promesses de toujours et jurait qu'il adorait son innocence. Mélanie,
croyant en l'amour de toute son âme, devint l'épouse parfaite. Elle quitta son petit emploi de réceptionniste pour soutenir la carrière de Théo, gérant la maison et s'occupant de chaque détail de sa vie. Elle pensait que l'amour signifiait sacrifice. Elle pensait que sa loyauté suffirait. Mais à mesure que la richesse et l'ambition de Théo grandissaient, son affection s'estompait. Il ne voyait plus Mélanie comme sa partenaire, mais comme un poids mort. Quand Mélanie tomba enceinte, une nouvelle qui la remplit de joie et d'espoir tremblant, la vraie nature de Théo se révéla. Au lieu de célébrer, il se moqua d'elle. « Tu ne peux même pas te soutenir toi-même, » dit-il avec mépris. « Comment vas-tu en soutenir 3 ?» Car le destin avait écrit sa propre touche cruelle. Mélanie était enceinte de triplés. Ce qui aurait dû être un miracle devint son plus grand fardeau. Les factures médicales, l'épuisement, la peur. Mélanie affronta tout seul. Théo cessa de rentrer à la maison, cessa de répondre aux appels et finalement la chassa de leur maison avec rien de plus qu'une valise et un cœur brisé. Pendant qu'il étalait son succès dans des costumes brillants et des voitures chères, Mélanie dormait sur le canapé d'une amie, tenant son ventre qui grandissait, murmurant des promesses aux enfants en elle. « Je vous protégerai, quoi qu'il arrive. » Les nuits étaient longues, les larmes devinrent sa seule berceuse. Elle travaillait dans des emplois à temps partiel pendant qu'elle était enceinte, nettoyant des bureaux et pliant du linge dans des laveries pour économiser chaque euro pour des couches. Les étrangers regardaient, certains avec pitié, d'autres avec mépris. Son corps lui faisait mal, son esprit se brisa, mais elle n'abandonna jamais. Chaque coup de pied dans son ventre lui rappelait que sa lutte n'était pas seulement pour elle, c'était pour 3 petites âmes qui avaient besoin de sa force. Quand les bébés naquirent, 2 garçons et une fille, le monde de Mélanie changea à nouveau. L'épuisement doubla, mais son courage aussi. Elle les berçait pour qu'ils s'endorment, tout en cachant ses larmes, fredonnant des berceuses que sa mère lui avait chantées. Elle les nourrissait avec des mains tremblantes, sautant parfois ses propres repas pour qu'ils aient assez. La pauvreté serrait, mais l'amour la rendait incassable. Le monde pouvait l'appeler une pauvre ex-femme rejetée. Théo pouvait se moquer de sa misère, mais Mélanie Dubois portait quelque chose de bien plus fort que l'argent ou le statut. La résilience. C'était cette résilience, aiguisée par la douleur et polie par le sacrifice, qui ferait un jour de son entrée au mariage de Théo non pas un moment d'humiliation, mais de triomphe, car la femme qu'il avait abandonnée était devenue une femme qu'il ne pourrait jamais détruire. Le Plaza Athénée était un palais déguisé en hôtel. Sa salle de bal s'étendait plus loin qu'un terrain de football, bordé de piliers de marbre et de lustres ruisselants de 1000 cristaux. Ce soir-là, chaque centimètre était conçu non seulement pour la célébration, mais pour le spectacle. Théo Marchand voulait que son mariage avec Océane Villeneuve crie richesse, pouvoir et triomphe. Il voulait que chaque invité sache qu'il était arrivé au sommet, laissant derrière lui son passé pitoyable et sa pauvre ex-femme. Des invitations bordées d'or avaient été envoyées des semaines auparavant à l'élite de la ville. Investisseurs, politiciens, célébrités et magnats des affaires. L'événement avait été mis en avant dans les magazines de style de vie, annoncé comme le mariage de la saison. Les reporters se pressaient dehors, leurs caméras prêtes à capturer chaque détail luxueux. Des limousines s'alignaient à l'entrée, livrant des invités vêtus de robes de haute couture et de costumes qui coûtaient plus que le loyer d'un an pour des familles ordinaires. À l'intérieur, l'air bourdonnait de rires superficiels et de toasts au champagne. Des serveurs gantés de blanc circulaient avec des plateaux d'huîtres et de queues de homard, tandis qu'un quatuor à cordes remplissait l'air de musique classique. Au sommet de la salle se tenait Théo, arborant le sourire arrogant d'un homme qui croyait avoir gagné dans la vie. Son bras reposait fièrement sur Océane, une vision dans sa robe de créateur, de diamants scintillants et de confiance arrogante. Océane, 26 ans, se délectait de l'attention.
Autrefois mannequin de second plan luttant pour la reconnaissance, elle se tenait maintenant aux côtés d'un fiancé riche dans un mariage qui valait des millions. Elle se pencha vers Théo, murmurant des mots doux et souriant comme si la salle de bal était sa scène personnelle. Les caméras l'adoraient et elle adorait chaque flash. Elle ne se souciait pas que les murmures sur l'ex-femme de Théo planent dans les coins. En fait, elle espérait que Mélanie vienne. Océane avait hâte de voir sa rivale s'effondrer en public. Les garçons d'honneur de Théo lui tapaient dans le dos, le félicitant pour sa mise à niveau. Les invités levaient leurs verres non seulement pour célébrer l'amour, mais pour cimenter des alliances, pour garantir de futures affaires. Dans ce salon scintillant, tout avait un prix. L'amour, la loyauté, même la dignité. Et Théo s'en délectait. Il leva sa flûte de champagne et déclara « Aujourd'hui, je laisse le passé derrière moi, seul le succès est devant ». Mais la vérité était que Théo n'avait pas invité Mélanie juste pour étaler sa nouvelle vie. Il voulait un spectacle. Il voulait prouver que pendant qu'il montait, elle avait coulé. Il voulait que sa présence serve de rappel vivant de sa supériorité. Certains invités, conscients du divorce amer, riaient à l'idée de Mélanie arrivant dans une robe de seconde main, semblant peut-être fragile, fatiguée et défaite. Elle viendra probablement pour supplier, plaisanta Théo ce soir-là. Et nous rirons tous. L'orchestre augmenta le volume, tandis que la cérémonie se préparait à commencer. Le célébrant était prêt, les arrangements floraux parfumaient l'air et la salle était remplie d'anticipation. Pourtant, sous le glamour, une tension silencieuse bouillonnait. Tout le monde se demandait « Mélanie viendra-t-elle » Près des grandes portes d'entrée, un silence soudain parcourut la foule. Un voiturier courut à l'intérieur, chuchotant quelque chose au maître d'hôtel. La musique faiblit, les têtes se tournèrent vers les portes dorées, attendant, se demandant. Théo sourit, convaincu que son piège était sur le point de se refermer. Le sourire d'Océane s'élargit, affamé du spectacle. Les invités se penchèrent en avant, curieux et avides de drame. Aucun d'eux ne savait que la femme qui était sur le point de franchir ses portes ne serait pas l'ex-femme défaite et pitoyable qu'ils attendaient. Elle serait la tempête qui détruirait leur illusion parfaite. Théo Marchand avait perfectionné l'art de la tromperie. Pour les invités dans la salle de bal du Plaza Athénée, il semblait être le marié idéal, charmant, prospère, un homme qui avait gravi l'échelle de la richesse et réclamé le prix ultime, une jeune épouse glamour. Mais sous le smoking et le sourire répété se cachait un homme, dont l'ambition avait toujours été alimentée par la cruauté. Le parcours de Théo vers le succès n'était pas seulement pavé de travail acharné, il était sculpté de trahisons, de raccourcis et de promesses brisées. Quand il épousa Mélanie des années auparavant, il n'avait guère plus qu'un salaire modeste et de grands rêves. La dévotion tranquille de Mélanie, sa volonté de se sacrifier, lui donnait de la stabilité. Mais dès que sa carrière commença à décoller, Théo commença à la voir comme un fardeau. Il se plaignait de son apparence simple, se moquait d'elle pour ne pas suivre les épouses de ses collègues riches et dévaluait chaque effort qu'elle faisait pour garder la famille unie. Quand Mélanie révéla qu'elle était enceinte de triplés, le masque de Théo glissa complètement. Au lieu de joie, ses yeux se remplirent de calculs. 3 enfants signifiaient plus de dépenses, plus de responsabilités, moins de liberté pour poursuivre la richesse et le plaisir. « Tu as ruiné ma vie !» cracha-t-il une nuit, claquant la porte pendant qu'elle pleurait sur le sol. À partir de ce moment, ses visites à la maison devinrent plus rares, ses excuses devinrent plus folles, jusqu'à ce qu'il finisse par la chasser. Pour lui, Mélanie n'était qu'un chapitre qu'il voulait effacer. Entre Océane Villeneuve, le remplacement scintillant, Océane était tout ce que Mélanie n'était pas, du moins aux yeux de Théo. Elle était jeune, glamour et venait d'un cercle riche de Paris. Pour le public, elle était un mannequin en pleine ascension, souvent photographiée lors d'événements de mode avec une flûte de champagne à la main. Mais derrière le maquillage et les robes de créateur se trouvait une femme aussi calculatrice que Théo lui-même. Elle voyait en lui non pas l'amour mais l'opportunité,
Avec Théo, elle pourrait garantir le style de vie qu'elle désirait tant, les diamants, les yachts, les fêtes en villa. C'était Océane qui encouragea Théo à étaler sa nouvelle vie, qui se moqua de la simple mention de Mélanie. « Invite-la », chuchota-t-elle quand les plans du mariage commencèrent. « Laisse-la voir ce qu'elle a perdu. Laisse tout le monde voir ce que tu as gagné. » Sa cruauté ne consistait pas seulement à prouver qu'elle était supérieure, il s'agissait d'écraser toute menace à sa nouvelle position de Madame Marchand. Ensemble, Théo et Océane étaient une tempête parfaite d'arrogance et de cupidité. Ils nourrissaient la vanité l'un de l'autre, aveugles au chuchotement autour d'eux. Certains invités admiraient leur audace, d'autres secouaient la tête, pressentant le désastre. Mais ni Théo ni Océane ne s'en souciaient. Ils croyaient être intouchables, au-dessus du jugement, destinés à une vie d'indulgence sans fin. Tandis que Théo paradait avec Océane dans la salle de bal, son rire sonnait creux, mais son orgueil augmentait à chaque regard d'envie. Il se délectait de l'idée de Mélanie entrant pâle et fragile, confirmant au monde qu'il s'était amélioré. Océane agrippait son bras, son bracelet de diamants captant la lumière, ses yeux brillants d'anticipation cruelle. Il pensait avoir écrit la pièce parfaite. Mélanie comme la figure tragique, Théo comme le marié triomphant, Océane comme le prix éblouissant. Mais l'histoire qu'ils avaient essayé d'écrire était sur le point de s'effondrer, car la femme qu'ils avaient rejetée comme faible s'était transformée, et l'empire qu'ils étalaient était construit sur le sable, attendant que la marée emporte tout. Et ce soir-là, la marée arrivait. Le plan pour humilier Mélanie n'était pas né seulement de l'arrogance de Théo, il avait été soigneusement élaboré, murmuré dans des conversations nocturnes entre lui et Océane. Pendant que les fleuristes arrangeaient des roses et que les planificateurs répétaient le moment de la cérémonie, Théo et Océane planifiaient la cruauté à huis clos. « Es-tu sûr qu'elle viendra ?» demanda Océane un soir, alors qu'ils se détendaient dans leur suite au dernier étage. Elle buvait du champagne, sa bague de diamants brillant dans les lumières de la ville. « Elle viendra », répondit Théo avec confiance. « Mélanie est trop fière pour ignorer l'invitation, et même si elle ne veut pas, la curiosité la dévorera vivante. Elle voudra me voir, voir ce qu'elle a perdu. » Océane sourit. « Parfait, parce que quand elle franchira ses portes, elle réalisera qu'elle n'a pas sa place ici, et tous les autres le réaliseront aussi. » Ils répétèrent le moment dans leur tête. Théo imagina Mélanie entrant vêtue de quelque chose de démodé, peut-être serrant un sac à main qu'elle avait acheté dans un magasin discount. Il l'imagina se tenant maladroitement au bord de la salle de bal, tandis que les photographes prenaient des photos de lui avec Océane dans sa robe brillante. Ce serait parfait. Une comparaison non dite qui peindrait Mélanie comme pathétique et Océane comme victorieuse. Mais Océane voulait plus qu'une simple comparaison, elle voulait la destruction. « Assurons-nous que la presse prenne note », suggéra-t-elle. « Je dirai aux photographes où regarder. Nous sourirons aux caméras avec elle juste là, invisible à nos côtés. Elle ressemblera à un fantôme de ton passé hantant ton succès. » Théo adora l'idée. « Et après les vœux, je ferai un toast », ajouta-t-il. Quelque chose de subtil, quelque chose qui remerciera tous ceux qui m'ont soutenu quand d'autres ne pouvaient pas. Tout le monde saura que je parle d'elle. Ils riront derrière leur flûte de champagne et elle s'effondrera. Leur cruauté s'approfondit à chaque mot. Océane rit, imaginant les larmes de Mélanie. Théo sourit, savourant la pensée de son ex-femme se recroquevillant sous le poids de son triomphe mis en scène. Pour eux, le mariage n'était pas une question d'amour, c'était une question de pouvoir, de prouver qu'ils avaient gagné et que Mélanie avait perdu. Même les dispositions des sièges reflétaient leur malice. Théo demanda à l'organisateur de garder une chaise vide près de l'arrière au cas où l'ex-femme apparaîtrait. Il dit au traiteur de le noter également. Océane,
avec une lueur malveillante dans les yeux, s'assura que la table la plus proche de cette chaise soit remplie de mondains affamés de commérage qui ne perdraient pas de temps à répandre des murmures. Le matin du mariage, le plan était prêt. Théo se tenait devant le miroir, ajustant ses boutons de manchette, souriant à son reflet. « Ce soir, se dit-il, je l'efface complètement. » Océane, en enfilant sa robe, chuchota. « Et ce soir, je serai la seule Madame Marchand dont on se souviendra. » Aucun d'eux n'imagina que leur scène polie d'or et de champagne était sur le point de s'effondrer sous le poids de la vérité. Parce que Mélanie n'entrait pas dans leur piège comme la femme défaite qu'ils attendaient. Elle entrait avec une force qu'ils n'avaient jamais vue et avec des alliés assez puissants pour transformer leur plan cruel en leur chute finale. Le piège qu'ils avaient tendu pour Mélanie était sur le point de se refermer, mais pas sur elle, sur eux. La veille du mariage de Théo, Mélanie était assise au bord d'un canapé usé dans son petit appartement, la tête dans les mains. La pièce était faiblement éclairée par une seule lampe, son ampoule clignotant, projetant de longues ombres sur le papier peint qui se décollait. Autour d'elle, des jouets étaient éparpillés sur le sol, des biberons à moitié vides étaient sur le comptoir, et les faibles pleurs de ses triplés venaient de la chambre. Elle se balançait lentement, l'épuisement pesant sur ses os. La vie n'avait pas été bienveillante depuis que Théo l'avait chassée. Elle avait survécu en assemblant des emplois à temps partiel juste pour mettre de la nourriture sur la table. Elle nettoyait des bureaux la nuit, pliait du linge dans une laverie pendant la journée et gardait des enfants pour les voisins chaque fois qu'elle le pouvait. Ses mains étaient gercées par les produits chimiques de nettoyage. Son dos lui faisait mal à cause de longs quarts de travail et ses yeux brûlaient à cause des nuits blanches. Le monde semblait impatient de lui rappeler son échec. D'anciennes amies évitaient ses appels, chuchotant qu'elle avait épousé au-dessus de sa condition et qu'elle avait eu ce qu'elle méritait. Les étrangers regardaient son ventre et plus tard son landau avec jugement dans les yeux. 3 enfants, pas de mari, pas d'argent. Même au supermarché, elle ressentait la piqûre de la pitié quand elle utilisait des coupons pour acheter du lait en poudre. Ce soir-là, alors qu'elle bordait ses enfants dans leur lit, elle ne pouvait pas empêcher les larmes de couler sur ses joues. « Je vous promets, mes bébés, » chuchota-t-elle, écartant doucement les cheveux de leur front. « Je ne vous laisserai pas grandir en pensant que vous n'êtes pas désirés. Même si je dois me briser, je ne vous laisserai jamais vous sentir abandonnés. » Mais à l'intérieur, elle se brisait. L'invitation au mariage de Théo était sur la table de cuisine, son bord doré brillant de façon moqueuse dans la faible lumière. Elle avait failli la jeter le jour où elle était arrivée. Pourtant, la voilà. Un rappel cruel que pendant qu'elle luttait pour survivre, Théo vivait dans le luxe, célébrant avec des lustres et du champagne. Elle savait que l'invitation n'était pas par courtoisie, c'était par cruauté. Il la voulait là, il voulait l'humilier. Elle pressa la carte contre sa poitrine et sanglota, déchirée entre la fureur et le désespoir. Une partie d'elle voulait la brûler pour lui refuser la satisfaction, mais une autre partie, plus profonde et plus forte, murmurait qu'elle ne pouvait pas fuir éternellement. Elle avait passé trop de temps à se cacher, trop de temps à se recroqueviller sous le jugement du monde. Peut-être était-il temps de l'affronter, aussi douloureux que cela puisse être. Pourtant, la peur l'agrippait. Elle s'imagina entrer dans cette salle de bal dans sa robe simple, agrippant ses enfants, chaque père Dieu la jugeant, chaque rire la perçant comme des couteaux. Elle imagina le sourire arrogant de Théo, le sourire cruel d'Océane, les invités chuchotant « Voilà la pauvre ex-femme, regarde comme elle est tombée bas !» Son cœur lui faisait mal de honte. Elle n'était pas sûre de pouvoir le supporter. Ce soir-là, alors que la pluie battait contre sa fenêtre, Mélanie se recroquevilla sur le canapé et laissa le poids de sa vie l'écraser. Elle pleura jusqu'à ce que sa gorge brûle, jusqu'à ce que l'épuisement la tire dans un sommeil agité. Dans ses rêves, elle vit le visage de Théo se moquer, lui disant qu'elle n'était rien. Elle vit Océane rire, dégoulinante de bijoux, et elle se vit seule, défaite.
invisible. Mélanie ne savait pas encore, mais la tempête qu'elle ressentait à l'intérieur était le feu même qui la conduirait bientôt dans la salle de bal. Non pas comme une victime, mais comme une force que ni Théo ni Océane ne pourraient faire taire, car le fond du gouffre n'était pas sa fin, c'était le début de son ascension. La lumière du matin filtrait faiblement à travers les rideaux fins de l'appartement de Mélanie. Elle avait à peine dormi, son esprit oscillant entre la peur de l'humiliation et la colère silencieuse brûlant dans sa poitrine. Ses triplés bougèrent dans leur berceau, de petites mains s'étirant, lui rappelant la seule raison pour laquelle elle continuait. Elle se pencha pour embrasser chacun d'eux, murmurant des promesses qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle hésita, serrant son peignoir usé plus fermement. Les visiteurs étaient rares. Quand elle ouvrit la porte, elle se figea. Dans le couloir se tenait Raphaël Fontaine. Mélanie savait qui il était. Tout le monde dans la ville le savait. Il était l'investisseur milliardaire insaisissable qui apparaissait rarement en public en dehors d'événements caritatifs. Grand, aux épaules larges, avec des yeux qui portaient le poids de trop de tempêtes. Raphaël était une figure à la fois admirée et crainte. Elle avait vu son nom dans les journaux liés à des affaires puissantes et des dons à des hôpitaux, mais elle ne s'attendait jamais à ce qu'il soit à sa porte. Mélanie Dubois. Sa voix était calme, ferme. « J'espère ne pas vous déranger. » Confuse, elle hocha la tête. « Oui, c'est moi. »« Mais pourquoi êtes-vous ici ?» Il regarda au-delà d'elle, vers l'appartement modeste, vers les jouets, le berceau, la preuve de sa lutte. Pendant un moment, sa mâchoire se serra. Puis il rencontra ses yeux. « Parce que je sais ce qu'il vous a fait, et parce que j'ai déjà vu cette histoire auparavant. » Mélanie se raidit, la suspicion montant. « Si Théo vous a envoyé ?»« Théo ne m'a pas envoyé, » interrompit fermement Raphaël. « Je suis ici parce que j'ai vu ma propre mère traverser ce que vous vivez maintenant. Mon père l'a quittée pour une autre femme quand elle était malade. Elle est morte d'un cancer seule. Années plus tard, ma femme... » Sa voix faiblit une seconde, avant qu'il ne se force à continuer. « Ma femme a aussi lutté contre le cancer. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais je l'ai quand même perdu. Je sais ce que c'est de voir quelqu'un que vous aimez souffrir à cause de la cruauté et de la trahison. Et j'ai juré que je ne resterais jamais les bras croisés si je voyais cela se reproduire. » La respiration de Mélanie se coinça. La dureté dans sa voix n'était pas de la pitié, c'était de la douleur sculptée profondément de ses propres cicatrices. « Je ne veux pas de votre charité, » chuchota-t-elle, honteuse du tremblement dans son ton. Raphaël secoua la tête. « Ce n'est pas de la charité, c'est de la justice. Théo pense qu'il peut étaler sa cruauté sans conséquence. Il se trompe. Vous n'avez pas à le combattre seul. » Elle le regarda, son cœur divisé entre l'incrédulité et un espoir fragile qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis des années. Pourquoi un homme comme lui, avec toute sa richesse et son pouvoir, se soucierait-il d'elle? Mais quand elle regarda dans ses yeux, elle ne vit pas de jugement, ni de moquerie, juste de la reconnaissance, comme si sa douleur reflétait la sienne. « Je ne peux pas entrer dans ce mariage, » dit Mélanie, la voix se brisant. Pas comme ça. Pas quand il veut que je m'effondre. Alors n'entrez pas comme sa victime, répondit doucement Raphaël. Entrez comme la femme qu'il a sous-estimée. Je m'en assurerai. La promesse dans sa voix était inébranlable. Pour la première fois en années, Mélanie sentit la plus faible étincelle de force revenir dans sa poitrine. Ce qu'elle ne réalisait pas encore, c'est que cet homme, brisé par ses propres pertes, reconstruit par la compassion, était sur le point de transformer la scène cruelle de Théo en champ de bataille de sa chute. Et Raphaël Fontaine n'entrait jamais dans une bataille qu'il ne pouvait pas gagner. Les jours précédant le mariage de Théo se confondirent pour Mélanie entre s'occuper de ses triplés et lutter contre les doutes qui la tourmentaient.
Elle se demandait si elle avait fait une erreur en envisageant seulement l'offre de Raphaël. Chaque fois qu'elle regardait l'invitation sur sa table, elle sentait le poids de la cruauté de Théo la presser. Il la voulait humilier, il la voulait défaite. Mais Raphaël Fontaine n'était pas un homme qui faisait des promesses vides. Le matin du mariage, une élégante limousine noire attendait devant son appartement. Mélanie regarda par la fenêtre avec incrédulité, tenant ses enfants près d'elle. Les voisins regardaient depuis leur porte, chuchotant en état de choc. Pour la première fois en années, elle ne quittait pas la maison avec un landau et des rides de soucis. Elle montait dans quelque chose d'extraordinaire. « Mélanie », dit Raphaël, offrant sa main alors qu'elle s'approchait. « Aujourd'hui n'est pas à propos de lui, c'est à propos de vous récupérant votre dignité. Laissez-moi vous aider à montrer au monde qui vous êtes vraiment. » À l'intérieur de la limousine, les sièges en cuir brillaient. Une musique douce remplissait l'air et une styliste attendait avec des portants de robes. Mélanie laissa échapper un soupir. « C'est trop. Je ne peux pas. » Raphaël secoua la tête. « Vous avez déjà suffisamment renoncé. Laissez-moi vous rendre quelque chose. » La styliste la guida à travers les robes, chacune plus éblouissante que la précédente. Au début, Mélanie hésita, ses doigts tremblants alors qu'elle touchait les soies et les satins. Mais quand elle enfila une robe bleu saphir profond, la pièce sembla changer. Le tissu épousait son corps, la couleur illuminait ses yeux. Et, pour la première fois en années, elle ne vit pas une mère fatiguée dans le miroir. Elle vit une femme renaître. Ses enfants, vêtus de petits smokings et d'une robe assortie, applaudirent avec une joie innocente. « Maman, tu ressembles à une princesse !» cria l'un des garçons, sa voix pure de fierté. Des larmes remplirent les yeux de Mélanie alors qu'elle les serrait contre elle. Il ne l'avait vue qu'avec des vêtements usés et des sourires fatigués. Ce soir, ils virent sa force briller. Le maquillage effaça les ombres des nuits blanches. Des boucles douces encadrèrent son visage. Un pendentif de diamants, le cadeau silencieux de Raphaël, reposait sur sa clavicule, captant la lumière. Elle le toucha nerveusement, mais il dit simplement « Considérez-le comme une armure ». Alors que la limousine roulait vers le Plaza Athénée, les nerfs de Mélanie s'agitaient. Elle imaginait le sourire arrogant de Théo, le rire d'Océane, les chuchotements de la foule, ses paumes devenant moites de peur. Raphaël le remarqua. « Savez-vous ce qui rend une tempête puissante, Mélanie ?» demanda-t-il calmement. Elle le regarda, intriguée. Elle ne demande pas la permission. Elle arrive simplement. Ce soir, vous êtes cette tempête. Elle exhala, un rire tremblant s'échappant de ses lèvres. Pendant des années, elle s'était recroquevillée, se cachant, essayant de survivre. Mais ce soir, elle ne se cacherait pas. Ce soir, elle entrerait dans la salle de bal, non pas comme l'ex-femme rejetée de Théo, mais comme la femme qu'il n'avait jamais vraiment connue. La limousine ralentit devant l'entrée brillante de l'hôtel. Des photographes se pressaient dehors, leurs caméras tirant des flashs à chaque invité qui arrivait. Au moment où les portes s'ouvrirent, la foule haleta. Mélanie sortit, rayonnante, ses enfants suivant comme des héritiers royaux. Raphaël à ses côtés, exhalant un pouvoir tranquille. Pour la première fois en années, le monde ne se moquait pas d'elle. Il était émerveillé. Et à l'intérieur, la scène parfaite de Théo était sur le point de devenir sa plus grande humiliation. Le Plaza Athénée brillait comme un royaume d'or. Ce soir-là, les invités tourbillonnaient dans la salle de bal en robes et smoking, leur rire résonnant sous les lourds lustres de cristaux. Le quatuor à cordes jouait une mélodie délicate, tandis que le champagne coulait comme de l'eau. Pour l'élite rassemblée là, la soirée était une vitrine de richesse et de pouvoir, mais en quelques minutes, elle deviendrait quelque chose de bien plus inoubliable. Les portes dorées de l'entrée s'ouvrirent lentement, presque cérémonieusement, et le premier son qui brisa la musique fut le halètement collectif de la foule. Dehors, une limousine noire élégante s'était arrêtée, sa carrosserie polie reflétant les lumières et les flashs des caméras. Les photographes avancèrent, leurs cris s'élevant au-dessus de la musique. « Qui est-ce ? Qui arrive maintenant ?»
Et puis elle sortit. Mélanie Dubois. Elle n'était plus la mère fatiguée survivant en silence. Elle n'était plus l'ex-femme rejetée que Théo croyait qu'elle serait toujours. Ce soir, elle était une vision. Sa robe de saphir scintillait à chaque pas. Ses cheveux tombaient en boucles douces et son pendentif de diamants captait la lumière comme un joyau de la couronne. Son dos était droit, son menton levé, ses yeux calmes mais féroces. Elle se déplaçait avec la grâce d'une reine qui n'avait plus rien à craindre. Les murmures augmentèrent. C'est elle, l'ex-femme de Théo. Elle est incroyable. Je pensais qu'elle avait des difficultés, mais Mélanie n'était pas seule. À ses côtés marchait Raphaël Fontaine, le milliardaire énigmatique dont la seule présence pouvait faire taire une pièce. Son costume sombre était taillé à la perfection, sa main reposant doucement mais protectivement dans le dos de Mélanie. La vision de lui l'escortant envoya des ondes de choc à travers la salle de bal. Les invités se penchèrent pour chuchoter frénétiquement. Pourquoi est-elle avec lui? Raphaël n'amène jamais personne à ces événements. Qu'est-ce que cela signifie? Et puis, le coup final. 3 petites silhouettes sortirent de la limousine. Les triplés de Mélanie, vêtus de petits smokings et d'une robe scintillante, leurs yeux écarquillés reflétant l'innocence et la fierté. Ils s'accrochèrent aux mains de leur mère, inconscients du chaos que leur présence causait. Les halètements se transformèrent en silence stupéfait. Les murmures sifflèrent à travers la salle comme un feu. Ce sont les enfants de Théo. Ils lui ressemblent vraiment. Mon Dieu, il les a abandonnés. À l'intérieur de la salle de bal, le sourire confiant de Théo se figea sur ses lèvres. Sa flûte de champagne trembla légèrement dans sa main. Pendant des semaines, il s'était vanté de l'humiliation que Mélanie s'infligerait si elle osait apparaître. Mais alors qu'il la regardait glisser dans la pièce, avec un milliardaire à ses côtés et 3 rappels vivants de sa trahison la suivant, l'humiliation fut la sienne. Le visage d'Océane se durcit, son sourire pince craquelant sur les bords. Elle agrippa le bras de Théo, ses ongles s'enfonçant dans sa manche. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Et avec lui ?» siffla-t-elle. L'orchestre faiblit, ratant des notes, alors que chaque musicien tournait ses yeux vers l'entrée. La salle de bal, quelques instants auparavant remplie de rire et de vanité, s'était transformée en scène de suspense. Tous les yeux suivirent Mélanie alors qu'elle marchait sur le sol de marbre poli, ses talons cliquant en rythme avec les cœurs battant fort autour d'elle. Mélanie ne se pressa pas, elle ne se recroquevilla pas, elle se déplaça avec une confiance ferme, son regard fixé droit devant, ignorant les chuchotements, ignorant le visage pâle de Théo. Elle n'était pas là pour être leur victime. Elle était là pour récupérer sa dignité, et quand les portes se refermèrent derrière elle, scellant le silence, une vérité devint claire pour tous dans ce salon scintillant. La femme dont ils s'attendaient à avoir pitié était arrivée comme celle qu'ils ne pouvaient qu'admirer. Le silence dans la salle de bal s'étendit comme du verre, prêt à se briser. Mélanie se tenait haute, dans sa robe de saphir, Raphaël à ses côtés, les triplés accrochés à ses mains. Les chuchotements devinrent plus forts, une tempête de curiosité et de scandale. Théo sentit chaque paire d'yeux se détourner de lui et d'Océane vers la femme qu'il avait espéré enterrer dans la honte. La colère brûla dans sa poitrine. Ce n'était pas la scène qu'il avait planifiée. Elle était censée paraître petite, faible, désespérée. Au lieu de cela, elle avait volé la scène. Son orgueil exigea l'action. Il avança, forçant un sourire sur son visage, levant sa flûte de champagne. « Eh bien, dit-il, sa voix résonnant sur le sol de marbre. « Regardez qui a décidé d'apparaître. Mon ex-femme. Comme c'est touchant. » La foule bougea, mal à l'aise, son ton dégoulinant de venin déguisé en charme. Océane serra son bras, souriant et l'encourageant. Théo s'approcha, tournant autour de Mélanie comme un prédateur. « Dis-moi, Mélanie, tu as emprunté cette robe, ou peut-être que Monsieur Fontaine, ici, l'a achetée pour toi.
Ça doit être étrange, n'est-ce pas? Entrer dans un endroit comme celui-ci après avoir vécu dans... C'était quoi déjà? Un appartement miteux. Le rire bouillonna au bord de la foule, hésitant, incertain. Le cœur de Mélanie battait fort dans sa poitrine, mais elle refusa de baisser les yeux. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais la main ferme de Raphaël dans son dos l'arrêta. Sa présence calme lui dit « Pas encore ». Théo n'avait pas fini. Il se pencha plus près, sa voix plus aiguisée maintenant. « Et amener les enfants? Mon Dieu, Mélanie, c'était pour la pitié? Ou espérais-tu que quelqu'un ici ait pitié et t'écrive un chèque ?» Une vague de halètements se répandit parmi les invités. La cruauté de ces mots frappa profondément, résonnant dans le salon. Les triplés s'accrochèrent plus fort à Mélanie, sentant la tension. Pendant un moment, Mélanie sentit la vieille honte monter, la piqûre familière de sa moquerie. Mais alors, elle croisa les yeux de Raphaël, ferme, inébranlable, et elle se souvint qu'elle n'était pas seule. Avant qu'elle ne puisse parler, Raphaël avança. Sa voix était calme, mais portait le poids de l'autorité qui fit taire toute la salle. « Vous parlez de pitié, monsieur Marchand », dit-il, son regard inébranlable. « Mais ce que je vois devant moi n'est pas une femme à plaindre. Je vois une femme qui a enduré plus que vous ne pourriez jamais supporter, et elle l'a fait avec dignité. » Le sourire de Théo faiblit, mais il força un rire. « Et qui êtes-vous pour me faire la leçon ?» Les lèvres de Raphaël se courbèrent en un sourire froid. « Je suis l'homme qui se tient à ses côtés quand vous avez choisi de partir. Je suis l'homme qui voit sa valeur alors que vous l'avez jetée. Oh, je suis l'homme qui va s'assurer que le monde connaisse la vérité sur le genre de mari que vous étiez. » La salle éclata en chuchotements. Océane pâlit, sentant le changement. Le masque de Théo se fissura, la colère brillant dans son visage. « C'est mon mariage !» aboya-t-il. « Vous n'avez pas votre place ici. » Mélanie avança finalement, sa voix ferme et claire. « Non, Théo, tu te trompes. J'ai ma place ici plus que tu ne le penses, car pendant que tu célèbres ta nouvelle vie, tu ne pourras jamais m'effacer, moi ou les enfants que tu as abandonnés. Nous sommes la preuve vivante de l'homme que tu es vraiment. » Les halètements remplirent la salle. Les invités se retournèrent, leurs yeux maintenant aiguisés de jugement. Théo ouvrit la bouche pour riposter, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois, il était celui qui restait sans voix. Et dans ce silence, son empire de mensonges soigneusement construit commença à se fissurer. La salle de bal bourdonnait de chuchotements inquiets, l'air lourd de tension. Les mots de Mélanie avaient frappé comme la foudre, mais c'était Raphaël qui commandait maintenant la tempête. Se tenant grand, sa présence irradiait une autorité tranquille, chaque regard fixé sur lui. La mâchoire de Théo se serra. « Assez !» cracha-t-il, sa voix tremblant de colère. « Ce cirque s'arrête maintenant. » Sécurité. Mais Raphaël leva la main, le faisant taire sans effort. « Avant que vous n'essayiez de la chasser, monsieur Marchand, » dit-il calmement. « Peut-être devriez-vous vous préoccuper de ce que j'ai apporté avec moi ce soir. » La foule bougea, la curiosité s'allumant comme un feu. Les invités tendirent le cou, avides de drame. Même l'orchestre était resté silencieux, les archets figés dans l'air. Théo força un rire. « Et qu'avez-vous apporté exactement? De la pitié, des discours vides? C'est ma soirée, Fontaine, pas la vôtre. » Le regard de Raphaël devint plus aiguisé, son ton ferme mais mortel. « Ce que j'ai, » dit-il en mettant la main dans la poche de son veston, « c'est la vérité. » Il sortit un dossier noir fin et le posa sur la table la plus proche. Le silence dans la pièce devint plus profond. Avec un calme délibéré, il l'ouvrit, révélant des documents parfaitement empilés. « Ceci, » annonça Raphaël, sa voix entendue dans tout le salon, « sont des registres financiers, des registres qui prouvent que Théo Marchand a détourné des fonds de son entreprise depuis plus de 2 ans. » Des halètements éclatèrent, des verres tintèrent contre le marbre alors que les invités échangeaient des regards choqués. Certains sortirent leur téléphone, envoyant déjà des messages, affamés du scandale. Le visage de Théo perdit sa couleur. « Mensonge !» cria-t-il. «
C'est fabriqué, il essaie de me diffamer. Mais Raphaël fut implacable. Pas fabriqué, vérifié. Virements bancaires acheminés via des comptes offshore. Sociétés écrans masquant des pertes et fonds volés redirigés vers votre style de vie personnel. Vacances, voitures, jusqu'à ce mariage. Il fit une pause, ses yeux se fixant sur ceux de Théo. Vous avez invité Mélanie pour l'humilier. Au lieu de cela, vous l'avez invitée à assister à votre chute. Océane agrippa le bras de Théo, la panique brillant dans ses yeux. « Théo, est-ce vrai ?» chuchota-t-elle. « Bien sûr que non », aboya-t-il en se dégageant. « Il bluffe. » Raphaël se pencha en avant, sa voix coupant le chaos. « Je bluffe ? Alors pourquoi ai-je de la correspondance signée entre vous et votre comptable ? Pourquoi ai-je des enregistrements de vos appels téléphoniques autorisant ces transferts ?» La salle explosa en chuchotements à nouveau. Les investisseurs bougèrent, leurs expressions se durcissant. Les politiciens se glissèrent vers les sorties, anxieux de prendre leur distance. Même les amis les plus proches de Théo détournèrent le regard, ne voulant pas être souillés par association. Mélanie resta immobile, son cœur battant fort. Pendant des années, elle avait rêvé que Théo fasse face aux conséquences, que le monde voie enfin la cruauté qu'elle avait endurée. Et maintenant, dans ce salon scintillant, la justice se déroulait sous ses yeux. Le masque de Théo se brisa complètement. La sueur perlait sur son front, sa voix montant dans le désespoir. « C'est un piège. Il essaie de me détruire. Vous me connaissez tous. J'ai construit cet empire. Je ne laisserai personne le démolir. » Sa voix se fêla, le désespoir transparaissant, mais il continua. « Vous m'appelez criminel. Prouvez-le. » Où sont les policiers? Où sont les juges? C'est mon mariage, ma vie, et aucun de vous. Avant qu'il ne puisse terminer, les portes de la salle de bal s'ouvrirent. 2 agents en uniforme entrèrent, leurs badges brillant sous les lustres. Derrière eux suivait un détective au visage sérieux, dans un costume sombre, sa présence commandant un silence immédiat. Les invités chuchotèrent en état de choc, certains tenant leur collier de perles, d'autres enregistrant sur leur téléphone, avides de capturer l'histoire en train de se dérouler. Le visage de Théo devint pâle. « Qu'est-ce que c'est ?» exigea-t-il, sa voix tremblant. Le détective avança, sortant un papier plié de sa poche. Sa voix était calme, autoritaire. « Théo Marchand, vous faites l'objet d'une enquête pour détournement de fonds, fraude fiscale et blanchiment d'argent. Nous avons un mandat pour votre arrestation. » Des halètements éclatèrent à nouveau, plus fort qu'auparavant. Les caméras claquèrent. Les invités se précipitèrent pour avoir une vue claire. Théo recula en titubant, secouant la tête. « Non, non, ce n'est pas en train d'arriver. » « C'est une erreur. C'est Fontaine qui fait ça. » Les yeux de Raphaël se rétrécirent, ses bras croisés. « Non, Théo, c'est la justice qui vous rattrape. » Théo se tourna frénétiquement vers la foule, cherchant de la sympathie, des alliés, n'importe qui pour le défendre. Mais les mêmes investisseurs qui l'avaient autrefois loué détournaient maintenant les yeux. Les politiciens sortirent silencieusement par les portes arrière. Même les amis les plus proches de Théo reculèrent, ne voulant pas être entraînés dans sa chute. « Non !» cria Théo, bondissant alors que les agents s'approchaient. « Océane, où est-elle ? Océane, aide-moi !» Sa voix se brisa en un cri pathétique. Mais Océane était partie et tout le monde le savait. Les agents saisirent ses bras, le menottant avec une précision rapide. Il se débattit, se débattant. Sa façade autrefois confiante se défit dans une fureur de déni. « Ce n'est pas juste. Je suis Théo Marchand. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai fait des millions. J'ai fait l'histoire. » La voix du détective coupa sa panique. « Vous avez fait un gâchis, et maintenant vous allez devoir en répondre. » La foule éclata en murmures, certains secouant la tête avec dégoût, d'autres chuchotant qu'il était plus que temps. Mélanie observa, ses enfants s'accrochant fermement à elle. Pendant des années, elle avait prié pour la justice, pour que le monde voie le vrai visage de Théo. Et maintenant, devant les lustres et les caméras, il était exposé, non pas comme un marié triomphant, mais comme un criminel traîné hors de son propre mariage, menotté.
Les yeux de Théo se fixèrent sur ceux de Mélanie alors que les agents l'emmenaient. La haine et la peur brûlaient dans son regard. « Ce n'est pas fini !» cracha-t-il, sa voix résonnant alors qu'il était forcé vers les portes. « Tu vas le regretter, Mélanie. Vous allez tous le regretter. » Mais ces menaces tombèrent dans le vide, étouffées par le son des murmures de dégoût des invités et du cliquetis des menottes. Et quand les portes se refermèrent derrière lui, la salle de bal exhala en soulagement collectif. Théo Marchand était entré dans la soirée comme un marié. Il en sortait comme un prisonnier. Alors que Théo était traîné hors de la salle de bal menottée, Océane Villeneuve était déjà à mi-chemin des marches de marbre à l'extérieur du Plaza Athénée. Son cœur battait fort, ses talons claquant contre la pierre alors que les photographes se rapprochaient. Elle essaya de protéger son visage, mais les flashs étaient impitoyables. « Océane, saviez-vous pour le détournement de fonds? Allez-vous le quitter le soir de votre mariage? Était-ce tout pour l'argent ?» Leurs voix percèrent sa contenance. Elle avait rêvé de cette soirée comme son moment de couronnement, la nuit où elle montrait dans le monde scintillant de la richesse et du pouvoir. Au lieu de cela, elle fuyait dans la honte, sa robe de créateur traînant sur le trottoir. Sa bague de diamants abandonnée sur le sol de la salle de bal, elle se glissa dans une voiture qui attendait, claquant la porte alors que les caméras frappaient contre la vitre. Ses mains tremblaient alors qu'elle composait son téléphone, le désespoir la tourmentant. « Damien, réponds !» siffla-t-elle. Damien, son filet de sécurité secret, un investisseur riche avec qui elle avait flirté dans le dos de Théo. Si l'empire de Théo s'effondrait, elle avait compté sur Damien pour la sauver. Mais quand il répondit finalement, son ton était glacial. « Océane, tu penses que je suis aveugle ? Ton nom est déjà dans tous les gros titres. Tu sais ce que ce scandale me ferait. »« S'il te plaît, Damien. »« Écoute, » supplia-t-elle. « Je n'avais rien à voir avec ça. Théo m'a menti aussi. Je suis libre maintenant. Je peux être avec toi. » Il l'interrompit avec un rire amer. « Libre? Tu es toxique. Personne ne veut être près de toi. Ma réputation vaut plus que ton visage. Ne m'appelle plus. » La ligne devint muette. Océane fixa l'écran, son estomac se serrant. Une par une, elle essaya d'autres personnes, des amis, des collègues mannequins, des connaissances riches. Mais chaque appel se terminait de la même manière. Certains ne répondaient même pas, d'autres la congédiaient froidement. Les portes qui s'étaient autrefois ouvertes avec empressement pour elle se fermaient maintenant. Le lendemain matin, les tabloïds l'avaient déjà baptisée. La mariée chasseuse de fortune. Des photos d'elle sortant de l'hôtel faisaient la une de toutes les publications, les gros titres dégoulinants de mépris. Des diamants à la poussière. Océane Villeneuve abandonne le marié dans le scandale. Les marques de mode pour lesquelles elle travaillait l'annulèrent discrètement. Les accords d'influenceurs disparurent. Et comme si le destin n'était pas assez cruel, les créanciers commencèrent à rôder. Océane avait vécu dans un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Ses cartes de crédit étaient au maximum, ses vêtements de créateur achetés avec de l'argent emprunté. Sans les millions volés de Théo pour la soutenir, sa vie glamour s'effondra du jour au lendemain. En quelques semaines, elle fut forcée de vendre ses robes, ses bijoux, jusqu'aux sacs de marque dont elle s'était autrefois moquée que Mélanie ne puisse pas acheter. Seule dans un appartement miteux, loin du monde scintillant qu'elle avait autrefois convoité, Océane regarda son reflet dans un miroir fissuré, réalisant qu'elle était devenue la même chose qu'elle méprisait, oubliée et rejetée. Océane Villeneuve pensait monter vers un trône. Au lieu de cela, elle s'était enchaînée à un navire qui coulait. Et maintenant, sans richesse, sans alliés et sans amour, elle n'avait plus rien que le goût amer de sa propre chute. La salle de bal était plus calme maintenant, bien que le poids de tout ce qui s'était passé planait encore dans l'air. Théo était parti, traîné, menotté. Océane avait fui furieusement vers la disgrâce. Ce qui restait était le silence stupéfait de centaines de témoins,
Investisseurs, politiciens, mondains, tous regardant Mélanie Dubois, la femme qu'ils avaient autrefois pensé n'être rien. Mélanie se tenait au centre de tout, ses triplés accrochés à sa robe. Raphaël ferme à ses côtés. Pendant des années, elle avait porté sa douleur en silence. Pendant des années, elle avait pleuré dans le noir pour que personne ne la voie. Et maintenant, dans l'éclat des lustres, elle ressentit une libération si puissante qu'elle faillit la faire plier les genoux. Ses enfants la regardèrent avec de grands yeux innocents, sentant que quelque chose de monumental venait de changer. Un de ses fils tira sa main. « Maman, sommes-nous en sécurité maintenant ?» chuchota-t-il. Des larmes embuèrent sa vision. Elle s'accroupit, les rassemblant dans ses bras, pressant des baisers sur leurs cheveux doux. « Oui, mes bébés, sanglota-t-elle, sa voix se brisant. Nous sommes en sécurité maintenant. Maman a tenu sa promesse. » La foule, émue par la crudité du moment, se tut à nouveau. Certains essuyèrent discrètement leurs yeux, d'autres agrippèrent leur cœur, honteux d'avoir jamais cru au mensonge de Théo sur elle. Pour Mélanie, les souvenirs déferlèrent comme des vagues. Des nuits à bercer 3 bébés pour qu'ils dorment, pendant que son estomac grondait de faim. Des jours à travailler jusqu'à ce que ses doigts saignent, priant pour ne pas s'effondrer avant la fin du quart de travail. L'humiliation d'être la cible de chuchotements, d'être jugée, d'être plainte, la douleur de voir le succès de Théo étalé dans les magazines pendant qu'elle découpait des coupons pour survivre. Et pourtant, elle avait survécu. Plus que cela, elle avait enduré. Elle se leva lentement. Ses larmes n'étaient plus une marque de honte, mais de triomphe. Elle regarda la foule, sa voix ferme. « Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais faible, que je n'étais rien sans lui. Mais ce soir, je suis ici pour vous dire que j'avais tort. La force ne se mesure pas par la richesse ou le statut, elle se mesure par ce que vous endurez. Et j'ai enduré tout ce qu'il a essayé d'utiliser pour me détruire. » Les applaudissements éclatèrent, hésitant au début, puis grandissant comme une vague. Le son lavait, un baume pour des blessures qui avaient pourri pendant des années. Mélanie se tourna vers Raphaël, ses yeux scintillants. « Pourquoi ?» chuchota-t-elle. « Pourquoi m'avez-vous aidé? Vous ne me deviez rien. » L'expression de Raphaël s'adoucit, sa propre douleur scintillant dans son regard. « Parce que j'ai vu ce que la cruauté peut faire, » dit-il calmement. « Je l'ai vu arriver à ma mère, je l'ai vu arriver à ma femme, et quand je vous ai vu, Mélanie, je ne pouvais pas rester les bras croisés et laisser l'histoire se répéter. Vous méritez plus que de survivre. Vous méritez la paix. Et peut-être, juste peut-être, moi aussi. » Sa poitrine se serra, non pas de tristesse cette fois, mais des débuts fragiles d'espoir. Pendant si longtemps, elle avait construit des murs autour de son cœur, mais les mots de Raphaël les piquèrent, brique par brique. Les applaudissements continuèrent, résonnant dans le grand salon comme le tonnerre. Mélanie se laissa laver par eux, non pas comme validation d'étrangers, mais comme confirmation de la vérité qu'elle savait déjà. Elle avait enduré le feu et en était sortie plus forte. Pour la première fois en années, elle se sentit plus légère, comme si le poids qu'elle portait seule avait finalement été levé. Mélanie Dubois, autrefois rejetée, autrefois oubliée, était libre. Les applaudissements résonnaient encore dans la salle de bal, mais s'adoucirent progressivement en un silence respectueux. Tous les yeux se tournèrent vers Raphaël Fontaine, qui se tenait aux côtés de Mélanie comme une ancre dans la tempête. Ses larges épaules étaient droites, ses expressions adoucies, et pourtant il y avait un feu dans son regard qui fit taire même les invités les plus riches. Raphaël avança doucement, prenant le microphone du piédestal destiné au toast de mariage. Il se tourna vers Mélanie, et à ce moment-là, le lustre scintillant sembla s'estomper autour d'elle, ne laissant qu'elle comme la seule lumière dans la pièce. « Ce soir, » commença Raphaël, sa voix ferme, mais riche en émotion. « Nous avons tous été témoins de la vérité. Nous avons vu une femme affronter la cruauté avec courage. Nous avons vu une mère protéger ses enfants avec tout ce qu'elle avait. Mélanie Dubois, vous êtes plus puissante que vous ne le savez, et vous n'êtes plus seule.
Les yeux de Mélanie s'écarquillèrent, sa respiration se coinçant. Elle agrippa les mains de ses enfants, incertaine de ce qu'il était sur le point de faire. Raphaël s'accroupit pour être au niveau des triplés. Son regard s'adoucit, sa voix tendre. « Les enfants, je sais que je ne pourrai jamais remplacer ce qui vous a été enlevé, mais je vous promets ceci. Je ne vous abandonnerai jamais. Je vous protégerai, vous guiderai, et vous aimerai comme si vous étiez les miens. » La foule murmura, émue par la sincérité gravée dans chaque mot. Les triplés le regardèrent avec de grands yeux. L'un d'eux chuchota « Vraiment ?» Raphaël sourit, ses lèvres tremblant légèrement d'émotion. « Vraiment ?» Puis il se leva, se tournant vers Mélanie. Il mit la main dans la poche de son veston et sortit une petite boîte de velours. Des halètements parcoururent l'audience. La main de Mélanie vola à sa bouche alors que des larmes lui remplissaient les yeux. « Mélanie !» dit Raphaël, sa voix se brisant pour la première fois. « Je pensais que mon cœur n'avait plus de place pour l'amour. Je l'ai enterré avec ma femme, avec la douleur de perdre ma mère, avec les ombres de la trahison. Mais alors je vous ai vu. J'ai vu votre force, votre douleur et votre amour inébranlable pour vos enfants, et quelque chose en moi a guéri. Vous m'avez rappelé que l'amour n'est pas une question de perfection, c'est une question de résilience, de ne jamais abandonner. » Il s'agenouilla. La salle retint son souffle. « Je ne veux pas seulement me tenir à vos côtés ce soir. Je veux me tenir à vos côtés pour le reste de ma vie. Mélanie Dubois, voulez-vous m'épouser et me laisser être le père que vos enfants méritent ?» La salle de bal éclata en halètement, puis en silence à nouveau, alors que chaque invité se penchait en avant, désespéré d'entendre sa réponse. Les larmes de Mélanie coulaient librement maintenant, tombant sur ses joues. Elle avait passé tant de temps à croire qu'elle était indigne de l'amour, que personne ne la choisirait à nouveau. Et pourtant, voici qu'il était là, un homme qui avait connu la douleur, qui comprenait la perte, qui la voyait non pas comme brisée, mais comme complète. Elle tomba à genoux devant lui, ses enfants se pressant contre elle, et chuchota à travers ses larmes. « Oui, oui, je le veux. » Les applaudissements tonnèrent dans le salon, plus forts que tout ce qui avait précédé. Les invités se levèrent, applaudissant, certains essuyant leurs propres yeux. Les triplés crièrent de joie, en roulant leurs petits bras autour de Raphaël. Il rit, les tirant tous, Mélanie et les enfants, dans son étreinte. Et pour la première fois en années, Mélanie ressentit ce qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. L'espoir d'un avenir rempli, non pas de peur, mais d'amour. Le mariage que Théo avait planifié pour montrer son triomphe s'était transformé en la renaissance de Mélanie. Et cette fois, c'était l'amour, pas la cruauté, qui volait la vedette. La salle de bal, autrefois une scène pour l'arrogance de Théo, brillait maintenant d'un type d'énergie différent. La tension qui avait étouffé l'air seulement 1 heure auparavant s'était levée, remplacée par des applaudissements, des vivas et des larmes de joie. Mélanie et Raphaël se tenaient main dans la main, les triplés s'accrochant joyeusement à la robe de leur mère, tandis que la foule, ces mêmes témoins qui avaient attendu son humiliation, se levaient en admiration. Les invités avancèrent, non pas avec jugement, mais avec de sincères félicitations. Un investisseur éminent s'approcha en premier, inclinant légèrement la tête vers Mélanie. « Madame Dubois, pardonnez-moi, j'ai cru à ces mensonges, mais ce soir, vous nous avez tous montré à quoi ressemble la vraie force. » Il tendit la main, serrant fermement celle de Raphaël. « Et Fontaine, vous avez choisi sagement. » D'autres suivirent, offrant des mots de soutien, certains même s'excusant en larmes pour les commérages qu'ils avaient répandus. Des femmes en robes scintillantes embrassèrent Mélanie, lui disant qu'elle leur avait donné du courage. Des hommes qui avaient autrefois trinqué à Théo tapaient maintenant dans le dos de Raphaël, reconnaissant son honneur. Pour Mélanie, l'inondation de validation était écrasante. Des années de chuchotement et de ridicule avaient sculpté de profondes blessures en elle, mais maintenant, ces mêmes bouches prononçaient des paroles de respect. Cela semblait surréaliste. Pour la première fois en années, elle ne survivait pas en silence. Elle était célébrée.
L'orchestre, incertain de ce qu'il fallait faire, reprit timidement ses instruments. Avec un signe subtil de Raphaël, ils passèrent de Mozart à quelque chose de plus doux, plus chaleureux. La musique tourbillonna dans le salon. Ce n'était plus une bande sonore pour la vanité, mais pour la victoire. « Dansez avec moi », murmura Raphaël. Mélanie cligna des yeux, surprise. « Ici, maintenant ?» Il sourit doucement. « Pourquoi pas? La soirée est à vous. Laissez le monde la voir. » Il la conduisit au centre du sol de marbre. La foule les entoura, regardant pendant que Raphaël plaçait une main ferme sur sa taille, la guidant vers le rythme. Mélanie hésita au début, consciente d'elle-même sous les lustres, mais son regard rassurant fit fondre sa peur. Lentement, son corps se détendit et elle se laissa bouger avec lui. Les triplés applaudirent leurs petites mains, riant, avant d'être soulevés dans les bras d'invités proches qui se délectaient à les divertir. La vision de Mélanie dansant, rayonnante et incassable fit monter des larmes aux yeux de beaucoup. Ce n'était pas qu'une danse, c'était une déclaration. Une femme, autrefois rejetée, était maintenant chérie, sa dignité restaurée devant tous. Quand la musique se termina, les applaudissements revinrent plus forts qu'avant. Raphaël se pencha près, chuchotant pour que seule elle puisse entendre. « Ce n'est que le début. À partir de maintenant, chaque célébration sera la vôtre. » Le cœur de Mélanie gonfla. Pendant si longtemps, elle avait porté le fardeau de la survie seule. Se voir promettre la joie, se voir promettre un avenir de lumière, semblait le cadeau le plus doux qu'elle puisse imaginer. Quand elle regarda autour de la salle, elle vit quelque chose de remarquable. L'humiliation que Théo avait planifiée s'était retournée si complètement contre lui qu'elle s'était transformée en un couronnement. Mélanie n'était plus la pauvre ex-femme. Elle était une mère, une survivante, et maintenant, la femme aux côtés de l'un des hommes les plus puissants de la ville. Et plus important encore, elle se tenait enfin debout par elle-même. Les invités levèrent leurs verres à l'unisson. « À Mélanie !» quelqu'un cria. « Au courage ! À l'amour !» Le toast résonna dans le grand salon. Les verres tintèrent, les rires retentirent. Et pour la première fois en années, Mélanie se permit de rire aussi. Ce qui avait commencé comme une soirée conçue pour la briser s'était transformé en la soirée qui l'avait reconstruite. Et la célébration ne faisait que commencer. À l'extérieur du Plaza Athénée, des lumières rouges et bleues clignotantes peignaient la nuit. Théo Marchand fut poussé à l'arrière d'une voiture de police. Ses poignets liés en acier, ses cris résonnaient dans la rue, mais personne n'écoutait plus. Le monde qu'il avait construit avec de l'argent volé et une confiance détruite s'était effondré, et tout ce qui restait était la froide réalité des murs de prison qui l'attendaient. Le lendemain matin, les gros titres explosèrent dans tous les journaux et sites web. Marié arrêté à son propre mariage. Les détails de son détournement de fonds se répandirent comme un incendie. Compte offshore, évasion fiscale, blanchiment de millions via des sociétés écrans. D'anciens alliés lui tournèrent le dos, les investisseurs se retirèrent et son entreprise s'effondra du jour au lendemain. À la fin de la semaine, le nom Théo Marchand était synonyme de fraude. En prison, il enragea, blâmant tout le monde sauf lui-même. Il maudit Mélanie d'être apparue, maudit Raphaël de l'avoir exposé, maudit Océane de l'avoir abandonné. Mais dans le calme de sa cellule, quand personne d'autre n'était là pour entendre sa fureur, la vérité le tourmenta. Il s'était détruit lui-même. Le destin d'Océane ne fut pas plus clément. Après sa sortie dramatique, elle essaya désespérément de s'accrocher au reste de sa vie glamour. Mais une par une, les portes se fermèrent devant elle. Les marques l'annulèrent, les amis l'ignorèrent, et même les hommes avec qui elle avait flirté pour la sécurité lui tournèrent le dos. Les tabloïds dévorèrent sa chute. De mariée à mendiante. En quelques mois, Océane était en faillite. Les créanciers la poursuivaient, les dettes s'accumulaient et le luxe qu'elle avait autrefois étalé devint un souvenir amer. Elle vendit ses robes, ses bijoux,
jusqu'au sac de marque dont elle s'était autrefois moquée que Mélanie ne puisse pas acheter. Seule dans un appartement miteux, sans amis, elle regarda son reflet dans un miroir fissuré, réalisant qu'elle était devenue la même chose qu'elle méprisait, oubliée et rejetée. Tandis que Théo et Océane se noyaient dans leur ruine, le monde de Mélanie fleurissait. Dans les jours suivant le mariage, les gens qui avaient autrefois chuchoté dans son dos prononçaient maintenant son nom avec respect. Des articles louaient sa bravoure, l'appelant « force de mère personnifiée ». Des invitations à des événements caritatifs et des fondations pour femmes arrivaient à sa porte, chacune lui demandant de partager son histoire de résilience. Mais Mélanie n'était pas intéressée par la célébrité. Ce qui importait le plus, c'était des petites choses, border ses enfants dans leur lit sans peur, se réveiller au son de leur rire au lieu de l'anxiété, savoir qu'elle n'avait plus à combattre toutes les batailles seule. Raphaël resta à ses côtés en tout. Il ne promit pas seulement l'amour, il le prouva. Il tenait les mains des enfants lors des promenades à l'école, applaudissait leurs petites victoires et soutenait silencieusement Mélanie dans la construction d'un avenir qui lui était propre. Il l'encouragea à créer la fondation dont elle avait autrefois rêvé, un programme pour aider les mères célibataires à trouver du travail, un abri et la dignité. Ensemble, ils transformèrent leur douleur en objectif. Un soir, des semaines après le scandale, Mélanie se tenait sur le balcon de la maison de Raphaël, regardant le coucher de soleil peindre le ciel en or. Ses enfants jouaient dans le jardin en contrebas, leur rire résonnant comme de la musique. Raphaël la rejoignit, sa main chaude dans la sienne. « Regrettez-vous quelque chose ?» demanda-t-il doucement. Elle se tourna vers lui, ses yeux clairs. « Non, tout ce que j'ai traversé m'a brisé, oui, mais cela m'a aussi rendue plus forte. Et cela m'a amené ici, à eux, à vous. » Pour la première fois en année, le cœur de Mélanie était léger. Le passé ne la hantait plus, la honte ne la retenait plus. Théo et Océane avaient tout perdu. Mélanie avait gagné tout ce qui importait. Et c'était la justice la plus douce de toutes. Des mois passèrent, mais la nuit de la chute de Théo resta gravée dans la mémoire de tous. L'histoire du marié arrêté à son propre mariage devint une parabole racontée dans toute la ville. Les gens chuchotaient sur son arrogance, riaient de la trahison d'Océane et admiraient la force silencieuse de la femme qui avait autrefois été rejetée comme rien. Mélanie Dubois ne marchait plus avec les épaules voûtées ou les yeux baissés. Elle se déplaçait avec dignité, non pas à cause des robes ou des applaudissements, mais parce qu'elle avait enfin reconnu sa propre valeur. Chaque matin, elle se réveillait au son des rires de ses enfants, leur petite voix lui rappelant pourquoi elle avait tant lutté. Leur sourire était sa couronne, leur amour, son trésor. Avec Raphaël à ses côtés, Mélanie commença à rêver à nouveau. Ensemble, ils lancèrent une fondation pour les mères célibataires, les femmes abandonnées, négligées et ridiculisées, tout comme elles l'avaient été. La fondation offrait un abri, une éducation et des opportunités d'emploi. Plus important encore, elle offrait de l'espoir. Sur des scènes devant des foules, Mélanie racontait son histoire, non pas avec honte mais avec fierté. Chaque fois, il y avait des larmes dans les yeux de femmes qui réalisaient enfin qu'elle n'était pas seule. Mais Mélanie savait que son voyage n'était pas seulement d'inspirer les autres, c'était de se guérir elle-même. Tard le soir, après que les enfants s'étaient endormis, elle et Raphaël s'asseyaient près de la cheminée, parlant doucement de leurs cicatrices. Il lui parlait de la souffrance de sa mère, de la bataille finale de sa femme contre le cancer et de la solitude qui avait failli l'engloutir. Elle partageait ses nuits les plus sombres, sa peur d'échouer en tant que mère, ses moments de désespoir. Dans ces moments tranquilles, ils trouvèrent non seulement l'amour, mais la compréhension. Deux âmes blessées qui n'étaient plus définies par leur douleur, mais renforcées par elle. Quant à Théo et Océane, leurs noms se fondirent dans l'infamie. Le procès de Théo se termina par sa condamnation.
son empire, autrefois fier, réduit en cendres. Océane sombra encore plus dans l'obscurité, une histoire mise en garde sur la cupidité et la trahison. Aucun d'eux ne put échapper à l'ombre de leur choix. Un soir, alors que le soleil plongeait derrière l'horizon, peignant le ciel en teintes de feu et d'or, Mélanie rassembla ses enfants sur le balcon de sa nouvelle maison. Raphaël était derrière elle, son bras enroulé chaleureusement autour de ses épaules. Les enfants rirent en pointant les nuages brillants, les appelant des châteaux dans le ciel. Mélanie sourit, ses yeux humides de joie silencieuse. Elle murmura pour elle-même des mots qu'elle aurait aimé croire il y a longtemps. « Je ne suis pas faible, je ne suis pas brisée, je suis suffisante. » Elle se tourna vers Raphaël, sa voix ferme. « Savez-vous quelle est la plus grande victoire ?» Il inclina la tête. « Laquelle ? Ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas de les voir tomber, c'est de savoir que je me suis relevé, c'est de choisir de vivre pleinement, d'aimer profondément et de ne plus jamais douter de ma valeur. » Raphaël embrassa son front. Sa réponse fut simple. « Et vous n'aurez plus jamais à en douter. » Les triplés coururent dans leurs bras, riant, leur joie pure et illimitée. Mélanie les tint près, son cœur se remplissant de gratitude. Malgré toute la douleur, malgré toute la perte, la vie l'avait amenée à ce moment de paix. Et ainsi, l'histoire qui avait commencé par la cruauté se termina par la compassion. Le conte de la trahison se transforma en une leçon de résilience. Pour chaque femme qui regardait, le voyage de Mélanie portait un message final. Vous êtes plus forte que les tempêtes qui essaient de vous briser. Et peu importe à quel point la trahison est profonde, peu importe à quel point la douleur est lourde, il y a toujours un lendemain où vous pouvez vous relever à nouveau. Et c'est ainsi que l'histoire se termine, mes merveilleux amis. Vous êtes toujours ici avec moi en ce moment, n'est-ce pas? Si vous êtes vraiment resté jusqu'ici, cela signifie que quelque chose dans cette histoire a touché votre cœur d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer. Et peut-être, juste peut-être, cela vous a rappelé votre propre force. La vie nous apporte souvent la trahison, la douleur et des moments où nous nous sentons abandonnés. Mais comme le philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit un jour, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Le voyage de Mélanie nous montre que, peu importe à quel point le monde peut être cruel, nous ne sommes jamais impuissants. Nous pouvons nous relever, guérir et même transformer nos blessures les plus profondes en la source même de notre courage. Alors ce soir, laissez cette histoire vous rappeler. Vous êtes plus forte que les tempêtes qui essaient de vous briser. Vous méritez l'amour, la dignité et un avenir plus brillant que votre passé. Si cela vous a touché, s'il vous plaît, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir et abonnez-vous à notre chaîne. Parce qu'ici, nous racontons des histoires qui ne font pas que divertir. Elles nous rappellent comment continuer à avancer et comment nous relever à nouveau.